quand je constitue une équipe, j'ai vraiment la vision de la troupe avant toute chose. Et j'ai vraiment cette vision d'ensemble. Et j'ai ce truc, y a un truc qui fait partie de moi, par exemple, quand je vais au restaurant, je supporte pas que des gens prennent le même plat. Je trouve que c'est un non-sens d'aller au restaurant et de dire bah moi je vais prendre les lasagnes, bah moi aussi. Bon bah ok d'accord, bah, dans ce cas-là restons à la maison. Donc j'ai cette espèce de truc où j'ai envie quand je suis au restaurant que chacun prenne un plat différent parce que j'ai la sensation qu'on sera tous gagnants si on pense de manière collective avec des plats différents et qu'on pourra éventuellement goûter chacun dans ses plats. Et donc, j'ai coutume de demander à Alexis, qu'est-ce que vous prenez le matin au petit-déj en petit test de son? Le matin au petit-déj, j'ai un petit-déj extrêmement élaboré. Ah, rentrons dans le détail. Et je pense que ça fait beaucoup partie de ma success story. Donc, ça tombe très bien, alors on en parle. Le matin au petit-déj, je fais une tartine de Volkenbrot toastée pendant 3 minutes avec un petit peu de beurre et un peu de fromage frais. Juste, attention, Volkenbrot, c'est le pain allemand un petit peu. Seigle, c'est ça un peu? Oui, voilà, qui est en fait idéal pour faire une tartine parce qu'il se coupe facilement au couteau une fois toasté. C'est le très brun. Très brun, plat. Très bon pour la santé aussi, si je me trompe pas. Bon pour la santé. En fait, il a le gros avantage d'être assez mauvais en tant que pain seul. Et donc, quand j'ai du Volkenbrot à la maison, je ne termine pas la baguette. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et après, un peu de fromage frais, un demi-avocat, de la coriandre fraîche, parfois des petites graines, betterave, concombre. D'accord, c'est précis. Un œuf au plat, sous-cuit, avec de la ciboulette, un petit peu de sel, et voilà. Et vous mettez combien de temps le matin à prendre votre petit déjeuner? Je mets à peu près 5 minutes, entre 5 et 10 minutes à le faire. D'accord. Et entre 5 et 10 minutes à le manger, donc voilà. Génial. Et c'est tous les jours? Tous les matins. Tous les matins, voilà, parfois ce qui me prend le plus de temps c'est quand j'en fais 2, parce que je suis pas tout seul au petit-déj. Mais sinon c'est imperturbable. J'ai arrêté le sucre il y a 3 ans maintenant. Avant je mangeais des céréales au chocolat avec du chocolat en plus, et j'ai changé depuis et ça m'a fait du bien. Et ben je pense que je vais garder ce petit passage je vous en pour prie. le podcast. Et surtout, je vous conseille fortement, qu'est-ce que vous mangez au petit-déj, vous, le matin? C'est une bonne question. Moi, en ce moment, je fais du jeûne intermittent. Oh là là. Et donc, je ne dîne aussi. Pas. Non, je fais pas de pilates, je ne dîne pas, mais donc je mange beaucoup le matin. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai plus de vie sociale. Donc, alors, qu'est-ce que vous mangez le matin? En ce moment, je suis pas mal orientée protéines le matin, donc des œufs très souvent, des flocons d'avoine. Il m'arrive aussi assez souvent porridge. Je suis très porridge. Avec du sucre? J'en mets pas par-dessus, non. Ça m'arrive. Juste des flocons d'avoine seuls? Non, avec un fruit en général. Lequel? Ça dépend. J'aime beaucoup le kaki. Le kaki? J'adore le kaki. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec le kaki? Vraiment, je comprends pas mes amis qui mangent le kaki, quoi. Donc du kaki, j'aime bien les pommes aussi, en toute simplicité. Pas de banane? Banane, ça m'arrive, mais rarement. D'accord, pas de miel? Ça m'arrive aussi du miel, mais j'en ai rarement chez moi parce que je suis un peu une flemmarde au niveau des courses. L'avantage des flocons d'avoine, c'est qu'on en prend plein, on les garde, on les stocke. Ouais, c'est sûr. Et puis ça n'a pas vraiment de goût non plus. Non, c'est pas faux. Surtout quand on les fait à l'eau comme moi. Bah mais ouais, bon. ça n'a pas de sens. Non, mais c'est vrai qu'il faut que je me mette à l'avocat. Voilà, je vous ai donné une recette. Je vais réécouter, puis franchement, je pense que je vais me faire ça. C'est pas mal. C'est très très bon. Ouais, ça donne envie. Tout le monde a été convaincu en tout cas. Bon. Sauf si vous êtes allergique à la coriandre. Je crois, on peut parler de ça pendant 1 heure, ça me dérange pas. Je pense qu'en fait, on va continuer la conversation. J'avais prévu que ce soit un test de son, mais je trouve ça très cool. Mais Alexis, vous me dites que vous avez arrêté le sucre. Je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, mais pourquoi avoir arrêté le sucre du coup? C'est pour augmenter votre niveau d'énergie? Ou c'est En fait, à la base, déjà, moi, je bois pas d'alcool. Donc, je bois pas d'alcool depuis toujours. Et voilà, et je fume pas non plus. Et au moment où je me suis retrouvé, il y a à peu près 3-4 ans, dans une situation où je suis monté sur une balance et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai jamais pesé ce poids-là. Donc voilà, je pesais un peu plus que d'habitude, que normalement, quoi. Parce que là, on vous voit, vous êtes méga fit, quoi. Bah là, ça va. Mais ça se voyait pas, en fait, de l'extérieur, mais je le voyais. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça, pour perdre 3-4 kilos, quoi. Et ça faisait plusieurs fois que je lisais des expériences de gens qui avaient tenté d'arrêter le sucre, et que ça leur avait fait du bien. Donc j'ai un peu tenté en me disant, je vais essayer pendant 1 mois d'arrêter le sucre. Et en fait,
Ça a été une grosse révélation. Et alors attention, soyons précis. Quand vous dites arrêter le sucre, c'est arrêter moi le déjà, sucre je mangeais, rapide. c'est des sucres raffinés. Donc, voilà. Tout ce qui est sucré, c'est-à-dire les pâtisseries, les desserts, le chocolat, le sucre. Quoi. Le miel. Tout ce qui est sucré, le miel, tout ça. Quoi. Ne gardez que les fruits, en fait. Okay. Et les sucres lents, évidemment, les pâtes, tout ça, il n'y a pas de problème, je continue. Mais voilà, moi j'avais l'habitude d'être très sucré, je mangeais du sucre le matin, je mangeais un dessert à chaque repas, je mangeais un goûter à 16h, on vit en France, les pâtisseries, tout ça. Voilà. J'étais en plus à l'époque avec une pâtissière. Ah, ça aide pas. Donc ça aide pas non plus. Et voilà, j'ai arrêté, et en fait au bout d'un mois, je me suis rendu compte que non seulement j'avais perdu 3-4 kilos, mais qu'en plus j'avais énormément d'énergie et que ça me faisait du bien et après je suis plus jamais retourné au sucre. Et donc là ça fait 4 ans, c'est ça vous disiez? Ça fait 3 ans je pense, 3-4 ans, je sais pas exactement, mais après je suis pas un ayatollah non plus, c'est-à-dire que évidemment si quelqu'un m'amène un gâteau fait maison, je vais goûter, un etc. anniversaire, tout ça. Mais je sens maintenant dès que je mords dans le gâteau à quel point c'est sucré, quoi. C'est marrant, hein. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Je suis ravie d'avoir commencé cette conversation comme ça. J'avais pas prévu, mais c'est top. Mais on sent du coup, et ça m'amène à parler du reste, parce qu'on sent du coup que vous êtes quelqu'un qui fait les choses en entier. J'en profite parce que je suis tombée, en faisant mes petites recherches sur vous, sur une phrase que j'ai trouvée intéressante, parce que justement, on sent que vous êtes entier aussi dans votre manière de vivre. J'ai lu, alors vous allez me dire si c'est vrai, que vous disiez un jour, plus qu'artiste, je me vois comme entrepreneur. Le meilleur moment, c'est de me plonger dans une nouvelle aventure. Ouais. Et ça me parle parce que moi aussi, je suis entrepreneur, que j'ai plein d'entrepreneurs qui nous écoutent. Et donc, je voulais comprendre qu'est-ce que vous vouliez dire par là. Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce sujet ? Je pense que si on fait une espèce d'échelle avec un artiste, l'artiste total d'un côté et l'entrepreneur total d'un côté, on a une espèce d'aiguille qui va de quelque chose de pas du tout commercial à quelque chose de très commercial. Concrètement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui d'une part a envie d'un travail en équipe, qui aime le travail en équipe, qui aime qu'il y ait du monde autour de lui, qui aime pas être seul en fait, et qui a envie que l'expérience se passe bien aussi, que tout le monde soit content, et qui a cet esprit d'entreprise un peu paternaliste, et qui a conscience que pour que cette entreprise fonctionne, il faut que ça marche. Si on fait un spectacle et qu'il n'y a personne dans la salle, le spectacle s'arrête et les gens on a perdu de l'argent et ce sera plus difficile d'en faire un deuxième. Et j'ai quand même cette notion-là assez forte depuis le premier spectacle où j'ai envie que les gens soient contents. Moi qui aime profondément le théâtre, et c'est mon ADN, le théâtre, j'ai grandi avec le théâtre, etc. J'ai pas du tout une vision du théâtre qui est poussiéreuse ou qui est ennuyeuse, etc. Et c'est un cliché que j'essaye de combattre par mes créations. Et dès le début, dès mon premier spectacle que j'ai amené à Avignon, je me suis confronté à Avignon, le off, et aux règles du off, à savoir que dans le off, en fait, il faut remplir sa salle, sinon le spectacle s'arrête, quoi. Sinon, on a perdu de l'argent et ce sera plus difficile d'en faire un autre après. Et donc, il faut remplir la salle, et donc il faut que le spectacle, le bouche à oreille du spectacle, soit suffisamment fort pour pouvoir continuer à avoir des gens dans la salle. Et on apprend beaucoup de choses à Avignon. C'est vraiment un concentré d'apprentissage très rapidement. Et voilà. Et mon premier Avignon, j'avais 22 ans, c'était en 2005, et je me suis dit, j'adore cet endroit. C'est une sorte de jungle républicaine où tout le monde est au même niveau, où effectivement, peu importe d'où on vient, on a tous la possibilité d'aller chercher les moyens de faire un Avignon. Et ensuite, ça n'est qu'au mérite, ça n'est qu'à la qualité du spectacle et qu'à sa capacité à être populaire. Et voilà, et donc j'ai commencé à faire du théâtre populaire dès le premier Avignon, je pense. C'est hyper intéressant parce que j'adore cette idée justement de dire, en fait, vous ne faites pas juste quelque chose finalement uniquement pour vous-même, mais vous le faites pour un public. Vous le faites pour servir. Vous le faites pour partager à beaucoup de monde. Est-ce que vous pourriez me dire, peut-être dans ce cas, que ça soit au niveau du... Alors, ce que je veux dire, je parle en tant qu'entrepreneur au niveau du produit, c'est-à-dire la pièce, en l'occurrence, ou l'œuvre. Est-ce que c'est au niveau du produit que ça se fait majoritairement? Donc, le fameux bouche à oreille. Il faut juste que ça soit une bonne pièce. Est-ce que ça se fait aussi autour de quand même toute la communication, tout le marketing autour? Est-ce que ça se fait, c'est un coup de chance? C'est quoi la recette pour vous?
je pense que si on doit comparer ça à un produit, voilà, c'est que on va partir du Porteur d'Histoire, qui est le premier spectacle qui a vraiment fonctionné et qui est aussi le premier que j'ai créé moi-même. Avant ça, je faisais des classiques revisités et qui fonctionnaient, mais à partir du Porteur, il y a eu vraiment un virage à 90 degrés et depuis, voilà, les autres spectacles aussi ont été des succès commerciaux et critiques et m'ont permis de continuer à faire des choses aujourd'hui. Je pense que ce qui a fait le succès du Porteur, c'est que c'est un théâtre de lisière, je dirais. De lisière. De lisière. C'est-à-dire que globalement, dans le théâtre, pour les gens qui connaissent un peu le marché du théâtre, si on doit prendre des termes d'entrepreneurs, il y a le théâtre subventionné et le théâtre privé. Le théâtre subventionné, c'est un théâtre qui accueille des metteurs en scène, qui est plus axé sur un théâtre politique, un théâtre de recherche, un théâtre de création, et qui n'a pas le besoin d'avoir des gens dans la salle parce qu'il vit de ses subventions. Ouais. Et à côté, il y a le théâtre privé, qui est un théâtre qui a besoin d'avoir des gens dans la salle pour vivre, exister et survivre, parce qu'il ne reçoit pas de subventions. Souvent, c'est des gros bateaux parisiens, mais aussi une myriade de théâtres en région qui accueillent des spectacles. Ces théâtres ont besoin de remplir leur salle, et pour remplir leur salle, ils font appel à des têtes d'affiche, en tout cas dans la base, le côté un peu classique du marché, c'est comme ça que ça fonctionne, des têtes d'affiche qui viennent pour remplir la salle, et grâce à ça, il y a des gros spectacles qui fonctionnent, et ça permet aussi à des plus petits spectacles, qui sont, on va dire, des pièces de compagnie, donc des jeunes compagnies qui vont créer leur spectacle, et dans lesquels il n'y aura pas forcément de tête d'affiche, mais de vivre, d'avoir des tournées, de vivre à Avignon, etc. Et tout ça forme un peu l'économie du théâtre. Il se trouve que le Porteur d'Histoire, c'est un spectacle qui empruntait beaucoup au code du subventionné, à savoir dans l'esthétique principalement, une esthétique très épurée, voilà, et qui empruntait beaucoup dans l'écriture à la série télé, au film, au cinéma, donc à la BD, à des autres modes de narration que le mode de narration théâtrale classique. Sachant que si on doit faire un gros cliché, le classique du théâtre privé, c'est du théâtre de vaudeville, c'est une comédie, ça se passe dans un salon bourgeois, il y a un canapé, c'est un décor unique, c'est des acteurs qui jouent un seul rôle, etc. Donc ça cassait un peu ce code-là. Néanmoins, même si ça empruntait à l'esthétique du théâtre privé et à cette narration très cinématographique et très sérielle, ça restait dans un cadre de théâtre privé. Et c'était ça la particularité de ces spectacles, c'est que c'était à la lisière entre théâtre public, théâtre privé, et en même temps, le sujet, la narration, l'écriture provenaient d'une série. Et donc, je pense que le ton de la pièce, et des pièces qui ont suivi, était suffisamment actuel pour parler à un public jeune et divers, et qui n'a pas forcément l'habitude d'aller au théâtre. Et donc qui était convaincu ou qui était amené dans la salle par des gens qui lui disaient écoute, va voir ce spectacle, c'est impitchable. En plus, ce qui est un atout, quand le spectacle est réussi mais qu'il est impossible à résumer, on n'a qu'une solution, c'est d'aller le voir. Et c'est ça qui a amené le succès du Porteur, qui n'était pas du tout prévu, qui n'était pas du tout conçu pour être un succès théâtral. C'était vraiment un laboratoire, une expérience qu'on a faite, qu'on devait jouer 3 fois, qui finalement s'est retrouvé à aller à Avignon, puis à un autre Avignon, puis à Paris. Puis à Paris, mais pendant 2 ans, et qui joue toujours 6 ans et demi. Ça joue depuis 2011. On a passé les 2500 représentations. On a joué dans le monde entier, en Guadeloupe, en Martinique, à Abu Dhabi, à Dubaï, à Tahiti, Nouvelle-Calédonie, au Liban, au Maroc, en Algérie, partout. Et dans tous les territoires francophones. Et c'est une pièce qui a cette capacité-là parce qu'elle est si légère dans sa conception et dans son décor. Comme il y a 5 décors et 5 comédiens et aucun décor, en fait, on peut le créer, le monter à peu près n'importe où. Puisque le concept de cette pièce, c'est que ça parle de l'histoire, du pouvoir du récit, etc. Donc c'est un spectacle qui a créé, qui m'a permis en tout cas d'envisager d'en faire un autre, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, ce que je raconte peut intéresser des gens. Et en fait, la force aussi de ce spectacle, c'est qu'on n'est jamais passé dans une salle énorme. Ça a commencé déjà à Avignon, puis au Théâtre 13, puis au Studio des Champs-Élysées, qui fait 232 places. On devait jouer 60 fois au Studio des Champs-Élysées, on a joué 700 fois. Et puis ensuite, on est passé au Théâtre des Béliers, et on y est depuis 3 ans et demi maintenant. On jouait avant la pandémie, on reprendra dès que les théâtres ouvriront, et le spectacle continue à remplir, quoi.
C'est rigolo parce que moi-même, alors je vous avoue que je ne l'ai pas vu, mais j'ai énormément de personnes qui m'en ont parlé du porteur d'histoire et je me rappelle très bien avoir vu les affiches un peu partout. Et je me rappelle, c'est drôle parce que tout le monde me disait il faut que tu ailles le voir, c'est génial, mais je ne peux pas te raconter l'histoire. Donc c'est vrai qu'en termes de concept un peu marketing, je trouve ça assez brillant. C'était pas voulu. Je pense pas que c'était voulu, voilà. Non, bien sûr. Et c'était ma question. C'était au-delà de cette partie marketing-là, la partie en revanche d'être, comme vous disiez, un théâtre de lisière. Il n'y a aucune partie marketing. Il y a aucun, en fait, justement, et c'est ce qui a fait que ça a marché, c'est qu'il n'y avait aucun plan d'en faire un succès. C'était pas prévu. Non, c'était pas du tout prévu de faire un succès. C'était un trip. On rêve tous de faire un succès théâtral, mais il faut savoir que quand on fait du théâtre, on n'est pas là pour gagner de l'argent et faire des millions, et ça n'arrive pas. Enfin, en l'occurrence, ça peut arriver, mais de manière tellement rare que c'est pas pour ça qu'on fait ça. Oui, on en rêve, il y a toujours un petit côté de nous qui dira j'aimerais bien que des milliers de personnes voient cette pièce, etc. Mais c'était clairement pas le but du porteur d'histoire. On pensait vraiment pas que ça allait être un succès commercial. On se disait ça va être un beau spectacle et on espérait faire 15 dates de tournée et le jouer à Avignon une fois et peut-être avoir une exploitation parisienne de 2 mois et ça aurait été parfait, ça aurait été suffisant. Mais il s'est passé un truc où ce spectacle nous a dépassé et m'a dépassé et me dépassera sûrement peut-être même après ma mort, quoi. Il y a un truc où ce spectacle a existé pendant 10 ans, il continue d'exister parce que il touche à quelque chose de particulier et de spécial, et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est pourquoi est-ce qu'une œuvre plus qu'une autre va fonctionner, et c'est d'ailleurs le sujet d'Edmond, on y reviendra plus tard, hein. C'est pourquoi est-ce que cette pièce tout d'un coup devient le plus gros succès du théâtre privé, quoi. Enfin du théâtre français. Et donc voilà, et donc le porteur, c'était vraiment pas censé être une œuvre à succès, et pourtant ça l'est devenu. Et si vous voulez, plein de choses qui font partie de sa construction, mais qui n'étaient pas prévues pour durer des années, ont permis que ça dure des années. Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas de comédien connu et que ce soit une troupe a permis que quand on a changé cette troupe pour la première fois et qu'on a amené une nouvelle troupe parce que la première troupe partait en tournée et que la deuxième en fait restait à Paris et que ça ne changeait rien au succès du spectacle, ouais. À partir de là, on se disait bon bah tant qu'on peut jouer, on joue en fait, parce qu'on trouvera toujours des nouveaux comédiens. Et aujourd'hui, on en est ils sont 9 par rôle. C'est une énorme incroyable. Moi, sur l'ensemble de mes comédiens qui jouent mes spectacles à Paris avant qu'on rentre en confinement, il y avait une centaine de comédiens qui jouaient. En alternance, tous ces spectacles, parfois qui jouent dans un ou dans 2 spectacles, ça dépend. Et ça a été... et voilà, et c'est quelque chose qui n'a pas été prévu. Mais comme on a cette âme d'entreprise, alors je ne suis pas tout seul, hein, j'ai aussi mes producteurs, Benjamin Belcourt et Camille Thor, qui m'accompagnent depuis le début, qui sont des amis, etc. Et on a toujours eu cet esprit d'entreprise. Et on a cette philosophie du théâtre issu du off, qui est que on n'arrête pas un spectacle qui marche. C'est pas possible. C'est tellement rare qu'un spectacle fonctionne qu'on ne peut pas se permettre de dire c'est la fin. Et donc, tant qu'il y a des gens dans la salle, on va continuer. Et ça a été notre philosophie depuis les débuts du succès du porteur, et ça le sera toujours. Il y a quelque chose de tant qu'on a encore des gens dans la salle et qu'on n'est pas en train de perdre de l'argent, bah, on continue, on le prolonge, on tient, ça fait bosser des acteurs, ça fait bosser des gens, ça fait bosser des techniciens, ça fait bosser des costumiers, et puis ça fait des spectateurs heureux, et c'est super. Donc voilà, le porteur, ça a été vraiment un énorme tournant dans ça, dans cette carrière, si on peut le dire, et à partir de là, s'est posé la question de qu'est-ce que je fais après le porteur. C'est ça, parce que reproduire un tel succès, c'est quand même loin d'être évident. J'imagine qu'il y a quand même une petite pression qui se met sur les épaules. Bon, pression et non pression, parce que du coup, vous avez peut-être moins besoin de gagner votre vie, mais à l'inverse... Si. Non, moi, c'est pas le problème de gagner ma vie. Gagner ma vie, ça me fait pas... C'est pas un problème. Moi, je viens d'un milieu relativement modeste, et ça me fait pas peur, en fait. C'est pas pour ça que je fais ce métier. Non, la pression, elle venait plutôt du côté enfermé dans un succès. C'est-à-dire, j'avais un peu peur du syndrome coup de chance. Et puis que si je refais un spectacle derrière, que les gens disent c'est pas mal, mais bon, ça vaut pas le porteur. Et effectivement, le porteur a été tellement un truc, un raz-de-marée au niveau des retours critiques, au niveau des retours du public. Ça a provoqué tellement des réactions fortes et viscérales. Et encore aujourd'hui, hein, vraiment, encore aujourd'hui, les publics qui sortent de la salle, alors que la pièce joue depuis 10 ans... moi, j'ai régulièrement des réactions de gens bouleversés, et c'est fou, ça nous a dépassé, quoi. Vraiment, la première année de ce spectacle à Avignon, on a vu des gens sortir de la salle, pleurer pendant 20 minutes, s'asseoir. Enfin, des trucs qui appartiennent
qui ramène à l'enfance, parce que c'est un spectacle sur le récit, le pouvoir du récit, donc ça nous plonge dans quelque chose de profond, je pense, et sur certaines personnes, en tout cas, ça appuie sur des boutons qui les ramènent à leur enfance et au dernier moment où on leur racontait des histoires, quoi. Et ça stimule beaucoup le pouvoir de l'imaginaire. Et donc après ça, il y avait le côté comment est-ce que je continue à faire quelque chose, comment est-ce que en fait je fais un spectacle en ne trahissant pas complètement ce concept, cet univers un peu que j'ai commencé à créer avec le porteur et auquel les gens se sont référés, c'est-à-dire voilà, cette simplicité dans les décors, ces comédiens qui jouent tous les rôles, cette troupe vraiment de comédiens qui alternent les rôles et dans laquelle il n'y a pas de star, il n'y a pas de tête d'affiche, il y a juste des bons comédiens au service d'un spectacle. Comment j'arrive à conserver ce concept-là et en même temps à pas faire une sorte de ressucé, de redite dans le spectacle d'après. Et donc le Cercle des Illusionnistes, ça m'a pris 1 an et demi à l'écrire. Il y a eu vraiment plein de versions. Et le but, ça a été de changer mon fusil d'épaule, et plutôt que de raconter quelque chose, le porteur, ça parlait du pouvoir du récit, donc le but c'était qu'il n'y avait rien sur scène. Le cercle, ça parlait de la magie et de l'illusion, et donc il fallait que ce soit un spectacle de magie, il fallait qu'il y ait quelque chose de visuellement très, très présent. Et donc dans le Cercle des Illusionnistes, il y a énormément de costumes, il y a de la vidéo, il y a des tours de magie, il y a plein de surprises, quoi. Et ça a été donc le 2e spectacle, et c'était un peu qui tout double, quoi, jusqu'au moment où on a ouvert et ça a marché, et ensuite on a eu des Molières, et à partir de là, moi à partir du succès du Cercle, ça m'a enlevé le poids de la peur de l'échec de la 2e pièce, quoi. Après un succès comme le porteur, et à partir de là j'ai plus ressenti cette pression là, en tout cas beaucoup moins, quoi. Les pièces, Alexis, vous les écrivez comment? J'aimerais bien essayer de comprendre, alors c'est peut-être un secret, mais comprendre le process. Enfin, le mot est peut-être pas bien choisi, mais c'est quoi? Il y a une idée d'abord, il y a toujours une idée, ouais. Il y a toujours une idée, c'est pas un thème du tout, je me dis pas, tiens, je vais écrire sur la pauvreté. Non, ça part d'une idée. Mais c'est quoi, par exemple, l'idée première de... Je sais pas, par exemple, du porteur d'histoire, qu'est-ce que vous avez fait ce matin, vous? Moi, ce matin, j'ai bossé dans ma boîte de joaillerie, j'ai fait des réunions. Ah, vous avez une boîte de joaillerie? Ouais. D'accord. Et c'est quoi? C'est quelque chose que vous créez des bijoux? Je crée, je façonne, enfin je les fais pas moi-même, mais je les dessine avec mon équipe et je les vends, effectivement. Et ça vient d'où, cette passion pour le bijou? Ça vient d'une histoire personnelle, parce que je me suis fiancée et que j'ai pas trouvé chaussures à mon pied à l'époque, ou plutôt bague à mon doigt, et du coup je me suis dit, mais finalement pourquoi est-ce que je créerais pas ma marque? Et donc j'ai créé ma marque, et aujourd'hui on est 45 collaborateurs. Vous avez créé votre marque parce que vous cherchiez un bijou pour vous-même? Ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez toujours été comme ça, à faire les choses par vous-même? J'ai toujours eu un naturel assez entrepreneur, donc j'ai toujours eu des rêves et j'ai toujours aimé les rendre concrets. D'accord. Bon, par exemple, je vais parler à quelqu'un et je vais lui poser des questions, et en fait à un moment je vais trouver une idée. Je vais dire, ah tiens, c'est marrant cette idée de cette personne qui en fait trouve pas de bijoux pour elle, et donc elle décide de faire sa propre marque de bijoux, et donc en fait au final ça devient sa vie, quoi. Et ça, c'est le début, c'est l'idée. C'est le possible. Et là, je vous ai parlé 3 minutes. Bien sûr. Mais évidemment que si je vous parle 1 heure, je vais avoir plein d'autres idées. Très bonnes idées. Et souvent, soit je vais parler à des gens, soit je vais vivre des choses moi-même, soit je vais lire quelque chose sur Internet, soit je vais ouvrir un bouquin, et tout d'un coup... grâce à aujourd'hui, cette espèce de façon Wikipédia de chercher l'information, souvent on commence à s'intéresser à quelque chose, quand on est curieux en tout cas, et ça nous amène à autre chose, et à autre chose, et à autre chose. Le Cercle des Illusionnistes, par exemple... J'allais vous dire le Cercle des Illusionnistes. Par exemple, le Cercle, ça vient d'une anecdote sur Robert Houdin, qui est un magicien du 19e siècle, que j'ai lu sur un site internet, comme quoi il avait été envoyé en Algérie dans les années 1850 pour montrer aux Algériens, aux populations rebelles, que la France avait une magie plus forte que celle de leurs marabouts locaux. Donc il a fait un spectacle de magie politique où il a créé des tours pour montrer aux indigènes et aux chefs indigènes qu'en réalité la France avait une magie plus puissante. Je me suis dit, c'est passionnant ça, et j'ai commencé à me renseigner sur Robert Houdin, j'ai lu sa biographie, et puis j'ai découvert qu'il avait un théâtre à Paris qu'il avait créé, et que ce théâtre, 20 ans après sa mort, avait été racheté par Georges Méliès. Et Georges Méliès, qui était donc un fils d'industriel de la chaussure, était passionné de magie, et il faisait des tours de magie dans ce théâtre. Et c'est dans ce théâtre qu'il a projeté ses premiers films
qui sont les premiers films de fiction de l'histoire du cinéma. Et je me suis dit, mais c'est génial, il y a toutes ces histoires-là entremêlées. Il faut que j'arrive à trouver un moyen de raconter toute cette histoire dans une pièce, en les entremêlant avec une histoire fictionnelle qui va me permettre de faire des ponts entre les deux. Et ça, c'est le début, c'est l'idée. Et après, l'idée, tout le monde en a, tout le monde a des idées tout le temps. Chacun, on demande à quelqu'un, t'as pas une idée de film? Tout le monde a toujours une idée. Ah bah tiens, tu sais que ma cousine, il lui arrivait un truc de dingue, etc. Le plus dur, c'est de prendre cette idée et d'en faire un produit fini. Bien sûr. Et c'est en ça que consiste le cœur du travail de créateur ou d'auteur ou de raconteur d'histoire, on va dire. C'est d'arriver déjà à faire le tri entre toutes ces idées, c'est-à-dire d'arriver à se dire, bon, ça c'est une bonne idée, mais bon, peut-être plus tard, et puis de voir quand il y a une idée qui revient, on y repense, on dit, ah, mais quand même, elle serait bien cette idée, et puis, ah tiens, et puis en fait, tant qu'elle revient, plus elle revient, plus on commence à penser à d'autres choses autour de cette idée-là, et puis un jour, eh ben, ça y est, on a une histoire, on a une fin, on a un début, on a un milieu. Je prends des notes, évidemment, je nourris toutes ces idées, et puis à un moment, il se passe quelque chose, soit dans ma vie, parce qu'on me propose un truc, ou parce que j'en ai envie, qui va faire que je vais dire, ok, c'est le moment de raconter cette histoire. Et c'est là que la deuxième partie du travail commence, c'est-à-dire prendre cette histoire et soit en faire un roman, soit en faire une pièce, soit en faire un film, soit en faire une chanson, soit en faire une comédie musicale ou n'importe quoi d'autre. Voilà. Moi, la particularité, c'est que je maîtrise un peu tous les maillons de cette chaîne, puisque je suis auteur, metteur en scène et parfois acteur, etc., etc. Donc du coup, forcément, j'ai cette espèce de vision globale et j'ai toujours des idées en tête dans des petits tiroirs et qui sont à divers stades de maturation et que j'arrose régulièrement. Et à un moment, je me dis, tiens, j'ai envie de raconter celle-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour la majorité de mes histoires. Mais c'est ça qui est assez formidable et en ça aussi que ça rejoint, comme vous disiez au début, comme on en parlait, le côté entrepreneur, c'est avoir une idée, la rendre concrète et la montrer au monde également, c'est-à-dire en fait en faire quelque chose qui soit vu et on l'espère apprécié d'un public. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, c'est très proche. Mais dans la deuxième partie de cette phrase dont on parlait, si je la redis, c'est j'ai aussi des idées d'entrepreneuriat. Hein. J'ai aussi parce que j'ai évidemment plein d'idées. Oui, mais ça c'est plus de la création. Mais j'ai aussi des idées de me dire ah tiens ça ferait une super entreprise, ça faire machin. J'ai un restaurant à Montpellier avec un associé. Enfin j'ai aussi des trucs qui touchent pas du tout à l'artistique. Mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que vous disiez entrepreneur, le meilleur moment c'est de me plonger dans une nouvelle aventure. Donc en fait, on sent qu'il y a un peu ce côté éclectique, à vouloir un peu toucher à tout. Et c'est ce que vous disiez, vous êtes tout autant artiste que donc écrivain, que aussi metteur en scène et puis et acteur. Donc on a envie de faire un peu de tout, quoi. Oui, mais même il y a un truc où j'ai pas de snobisme, c'est-à-dire que maintenant que j'ai touché à un peu tout ça, quoi, il y a ce côté où je me dis ah tiens, ce serait génial de faire une app pour là, ma dernière idée, c'était quoi? C'était de faire une app de chef à domicile. Et ça n'existe pas. Il n'y a pas d'app pour... En ce moment, en plus, ça serait utile. Bah, c'est parfait, en fait. Tous les chefs sont au chômage. Bon, bah, venez à la maison et cuisinez. Ce serait super, ça. Bon, et donc, on commence à y réfléchir. On regarde un peu. Mais bon, évidemment, c'est pas mon boulot, quoi. Et ça, il y en a plein, des idées comme ça. Ah, tiens, on devrait faire un resto vraiment basé sur les tartines. Parce que voilà, c'est ce que je mange le matin. La recette a été révélée ou en public là. Ah ouais, un vrai. C'est pas grave, il y aura d'autres recettes quoi. Enfin voilà, ce genre de truc et ça pas forcément autour de la bouffe. Hein, ça peut être. Il y a pas longtemps, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire le Netflix du théâtre. J'ai envie de faire une plateforme vraiment avec tout un contenu autour du spectacle vivant où on pourrait retrouver à la fois les spectacles de la comédie française des années 60, les grands spectacles d'Ariam Nouchkine, de Peter Brook, voilà, et il n'y a pas de plateforme actuellement pour ça. Donc ce serait un bon projet. Eh ben, moi, je suis partante pour en parler parce que lancer des projets, je trouve ça plutôt cool. Et ça passe pas mal par l'équipe quand même. Vous, comment vous organisez justement? Parce que quand on fait autant de trucs en même temps, je peux imaginer que c'est pas mal d'être bien entouré. Vous parliez de vos producteurs, mais c'est pour ça quand je vous posais la question de l'écriture du livre, je disais comment ça se passe. J'ai compris que ça vient pas mal de vous quand même. Mais après, la suite, qui est aussi quand même très importante, ça j'imagine que vous êtes plus entouré. Oui, enfin, le livre justement, c'est une expérience à part que j'ai pas... Vous ne l'avez pas délégué pour l'instant? Non, que j'ai pas délégué, mais surtout où je me suis confronté à la solitude de l'écrivain et que c'est pas vraiment un truc que j'aime beaucoup, quoi. Moi, j'aime la troupe, j'aime quand il y a des gens autour. Et donc, effectivement, que ce soit du théâtre ou du cinéma, c'est génial parce qu'on s'entoure d'une équipe.
et parce qu'on dirige une équipe et j'adore ça. Et oui, j'aime choisir mes acteurs, j'aime choisir les chefs de poste artistiques avec qui je vais travailler. Je suis assez fidèle en général, mais bon, des fois je change. En tout cas, au théâtre, oui, il y a d'abord le rapport avec les producteurs qui vont faire un dialogue sur l'histoire et sur comment elle peut évoluer. Les rapports avec la salle de théâtre aussi. Et puis ensuite, ça va être les comédiens. Et puis ensuite, ça va être la chef costume, la scénographe, enfin voilà, ceux qui s'occupent des lumières, des musiques, etc., etc. Et puis au cinéma, il va y avoir encore plus de postes à pourvoir. Et pour le coup, effectivement, le roman, il y a le rapport avec l'éditeur, mais après, c'est un truc très solitaire, quoi. Une fois qu'on est parti, il va y avoir le graphiste qui va faire la couverture, et puis après c'est parti, quoi. Et après, on se retrouve, quand on a de la chance, en plus, si on fait partie de la rentrée littéraire, par exemple, on va aller de salon en salon, mais ça va être principalement... Ouais, c'est plus comme une table, on va signer des trucs et puis on va rencontrer des gens qui vont dire merci, je l'ai pas encore lu, j'ai aimé la pièce ou pas, ou quoi aux caisses, mais bon, c'est pas quelque chose où on a la sensation d'être en équipe. Et surtout, quand il y a une mauvaise ou une bonne nouvelle, quand il y a une bonne nouvelle qui tombe, on la partage avec qui en fait. Ouais, on est content tout seul. Donc c'est pas, moi ça n'a jamais été mon truc d'être tout seul en haut de la tour d'ivoire. La solitude, j'aime pas, quoi. Et du coup, par exemple, là, j'ai le livre loin devant moi. Vous, quand vous écrivez un bouquin comme ça, en plus où il y a quand même, voilà, un petit peu de densité, 600 pages. Vous faites les choses tout seul, j'ai compris, puisque c'est une écriture. Mais du coup, quelle est votre manière de l'aborder? C'est-à-dire que ça va être 6 mois, je m'enferme. 3 ans plutôt. 3 ans, je m'enferme. Mais c'est pas je m'enferme. Mais c'est pas je m'enferme, c'est ça la question. Non, parce que... Est-ce que c'est 6 mois, je m'enferme, ou est-ce que c'est 3 ans et je le fais, mais j'ai d'autres activités en parallèle, j'ai besoin quand même de me nourrir d'autres choses. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt ça. En fait, le vrai problème de l'écriture d'un livre, pour moi, c'est que ça prend plus de temps, déjà, que l'écriture d'une pièce ou d'un scénario. Il y a plus de mots, il y a plus de... Et puis, quand on écrit une scène de théâtre et que c'est pas génial, on se dit, bon, on verra avec les acteurs. Quand on écrit une scène dans un chapitre de roman et que c'est pas génial, il faut que je le réécrive, quoi. Donc, il y a pas de... voilà, c'est ma responsabilité. Donc, ça prend plus de temps, c'est plus exigeant, et puis c'est plus solitaire aussi. Donc... effectivement, ça a été 3 ans, mais pendant que je préparais mon film, pendant que je préparais des pièces, pendant que ceci, pendant que cela. Et en fait, j'utilisais principalement des moments où j'étais isolé, seul, à l'étranger, par exemple, et où je savais que pendant 10 jours, j'allais être coincé dans une ville à rien faire, avec pas d'amis. Et donc, voilà, j'en profitais pour dire, bon, c'est parfait, je vais passer 6 heures à écrire et je vais bosser sur mon roman et ça va avancer. Donc, en général, quand je suis en tournage en tant qu'acteur et qu'on m'envoie dans un pays lointain, c'est plutôt mon éditeur est content parce que ça veut dire que je vais pouvoir me concentrer sur un bouquin, quoi. Mais voilà, à la suite de Loin qui a quand même bien marché, etc., qui s'est bien vendu, donc évidemment tout de suite Albin Michel m'a dit vas-y, en refaisant un deuxième, et je leur ai dit mais j'ai pas envie, enfin j'ai pas d'idée déjà là, et puis surtout j'ai pas le temps, et puis j'ai d'autres choses à faire, et puis si ça vient évidemment, mais là pour l'instant non. Et c'est que je vois que ma priorité n'est pas là-dedans, parce que je vois le temps que ça prend. Et plus somme de théâtre. Ouais. C'est un plaisir l'écriture quand même pour vous, ou c'est plutôt une souffrance ou... L'écriture, c'est un plaisir a posteriori. On prend pas le plaisir quand on écrit. On prend le plaisir quand on a fini un chapitre et qu'on est trop content parce que ça y est, on est allé au bout de ce truc et on l'a sorti et on est trop content de l'avoir sorti et il existe. En soi, le moment où on écrit n'est pas le moment où on prend son pied. Alors que le moment où on joue, c'est le moment où on prend son pied. Le moment où on met en scène, parfois, c'est le moment où on prend son pied. Parce qu'on fait ça ensemble. Ouais. Le moment où on écrit, on écrit, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'Edmond ? Bien sûr, ouais. Quand même. Edmond, ça a été le 3e spectacle. Donc après Le Porteur et le Cercle, en fait, le succès du Porteur et du Cercle ont permis à Edmond de se créer. C'est-à-dire que sans Le Porteur et le Cercle, Edmond n'aurait jamais vu le jour au théâtre. Pourquoi ? Parce que c'était un gros pari. Parce que c'était 12 acteurs sans tête d'affiche au Théâtre du Palais Royal, qui a une salle de 700 places, et que c'est facile a posteriori de dire c'est sûr que ça allait marcher, mais non, c'était pas du tout sûr, et ça entraîne des lourdes conséquences économiques d'avoir 12 comédiens et un spectacle en costume. Donc c'était un gros pari qu'ont fait Francis Nani et Sébastien Zopardi, directeur du Théâtre du Palais Royal, et évidemment mes producteurs aussi, Benjamin Belcourt et Camito. Et à la base c'était un film que je voulais faire, j'écrivais un scénario pour Légende Production,
Et ce film, on a essayé de le monter pendant 3 ans, on n'y est pas arrivé parce que personne ne voulait le faire, quoi. Personne ne voulait mettre des sous dedans. Et un jour, j'ai dit... Et pourquoi les gens ne voulaient pas mettre des sous dedans? Parce que trop compliqué, parce que c'est quoi parce que ça parle du théâtre, qui n'est pas un sujet hyper populaire pour des spectateurs de cinéma, etc. Enfin, pour plein de raisons. Et puis un jour, je suis allé voir je suis allé à Londres voir quelques spectacles, et parmi ces spectacles, il y avait Shakespeare in Love monté au théâtre. Et je me suis dit, tiens, mais c'est ça qu'il faut faire Edmond au théâtre d'abord. Parce que je me suis rendu compte que... Puis vous aviez plus de légitimité là-dedans tout de suite, peut-être aussi. Ouais, mais surtout que je me suis dit, tiens, c'est marrant, la pièce est super, hein, Shakespeare in Love, mais le problème, c'est qu'on vient revoir le film. Le film a tellement marché qu'on vient revoir le film. Alors que si ça avait été juste un spectacle, ça aurait été un succès phénoménal. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, Edmond, en fait, il faut que ça soit une pièce d'abord. Et c'est là que j'en ai parlé à mes producteurs qui m'ont dit, oui, bonne idée, vas-y, fais-le. Et donc, on a fait Edmond au théâtre, et ça a été évidemment un succès énorme. Et voilà, très très gros succès. Et grâce à ce succès, en fait, tout d'un coup, les distributeurs, etc., sont arrivés en disant, mais en fait, il faudrait peut-être en faire un film, allons-y, faisons-le, quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir faire Edmond au cinéma après l'avoir fait au théâtre. La différence pour vous en tant que réalisateur et en tant que metteur en scène, elle est énorme. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour les personnes qui ne connaissent pas bien ces deux métiers, pour vous, en tant que directeur dans les deux cas, quelle est la différence de rôle, de pression peut-être aussi? Alors moi, j'ai pas vraiment ce truc où plus la machine est grosse, plus j'ai la pression. C'est-à-dire que j'aime autant faire un spectacle avec 3 acteurs et vraiment pas de décor dans mon coin qu'un film comme Edmond avec 300 figurants, etc. Mais la différence, elle est dans la façon de raconter, dans la taille de l'équipe, dans le budget, dans les conséquences évidemment, dans les conséquences économiques, dans la liberté qu'on s'octroie. Le théâtre étant quelque chose qui est très organique pour moi, très naturel, donc je suis tout de suite chez moi sur un plateau de théâtre, et c'est un langage en fait, la mise en scène théâtrale, c'est un langage, la mise en espace, la façon dont on raconte quelque chose en dirigeant des acteurs, en amenant de la musique, en amenant de la vidéo, ça c'est une façon, c'est des outils qu'on utilise pour avoir un langage théâtral. Et c'est un langage dans lequel je me sens très naturel. Alors que le cinéma, bon voilà, j'ai été beaucoup comédien pour les tournages de télé ou de ciné, donc je connais très bien l'outil, mais c'est une autre façon de raconter, c'est une autre façon d'utiliser les outils qu'on a à notre portée, en scindant, je veux dire, on raconte pas chronologiquement, on tourne de manière différentes. Parfois, en fait, on peut imaginer quelque chose d'assez incroyable, mais il faut trouver le moyen de le mettre à l'image, quoi. Je veux dire, il peut y avoir des effets spéciaux, mais il faut penser au plan, il faut arriver à... Ouais. C'est tout un langage différent. Et évidemment, ce que ça comporte en commun, la mise en scène de théâtre et la mise en scène de cinéma, c'est qu'il y a une histoire à raconter, il y a des acteurs à diriger, et puis il y a un rythme à avoir. La grosse différence aussi entre le théâtre et le cinéma, c'est qu'au cinéma, il y a un coût beaucoup plus important lié au temps. C'est-à-dire que quand on monte un film, chaque heure est comptée. Ouais. Et quand on fait une journée de tournage, on va avoir, mettons, tout d'un coup 200 figurants et un décor et une lumière, etc. Et là, il faut tourner et on a 2 heures pour faire notre séquence. Et si on la fait en 2 heures, tout va bien. Mais si on commence à dépasser, c'est là que les ennuis commencent, parce que ça va coûter cher, et plus on dépasse, et plus le réalisateur va se retrouver un peu en porte-à-faux avec la production, plus le directeur de production va dire en fait on n'a plus les moyens pour faire cette scène-là, ou celle-ci, ou il va falloir faire des coupes, il va falloir trouver un moyen intelligent. Donc le réalisateur, plus il arrive à gérer son temps, plus il va avoir de liberté. Au contraire d'un metteur en scène de théâtre où c'est pas très grave, il a 2 mois de répète, il peut dépasser quelques heures, c'est pas si grave, quoi. Ça coûtera pas aussi cher ça coûtera pas plus cher que la salle de répète, quoi. Donc il y a vraiment cette conscience permanente dans le cerveau du réalisateur il faut que je finisse ma journée à l'heure. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi j'ai une obsession du temps et de l'efficacité, et que ça a toujours été le cas. Et que donc ça m'a plutôt servi sur un plateau de cinéma. J'ai quelque chose que je résume en disant, je pense qu'à l'école il y a 3 types de collégiens ou lycéens qui est, quand on vous donne des devoirs pour la semaine prochaine, il y a ceux qui font leurs devoirs la veille
du rendu. Il y a ceux qui font leurs devoirs un peu disséminés au cours de la semaine, et il y a ceux qui rentrent, comme moi, chez eux, et qui font tous les devoirs. Et après, ils sont tranquilles. Ouais. Et moi, ça a toujours été ma philosophie et ma façon de fonctionner. C'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, c'est quelque chose qui était évident pour moi. Fais d'abord les choses que tu as à faire, et après, tu auras du temps. Et en faisant ça, en fait, on est évidemment plus productif parce qu'on produit plus efficacement, plus rapidement et qu'on a conscience de d'abord devoir abattre le travail le plus important avant de pouvoir en profiter. Mais comme tout le monde n'a pas ce caractère, parfois on doit se battre contre sa nature qui est plutôt de délayer et globalement quand même, les gens ont plutôt tendance à procrastiner. Et c'est un peu le mal du siècle, je pense. Donc ça fait tout de suite la différence quand on a quelqu'un qui fait les choses immédiatement. Oui, bien sûr. C'est un excellent conseil, c'est évident. Vous le faites, mais ensuite le faire à d'autres personnes, c'est pas toujours évident. Et en fait, là, quand on a une troupe de 100 personnes, alors vous êtes théoriquement le boss, mais quand même, je peux imaginer que c'est pas si facile. Moi, j'avais une question. Cette théorie est quand même assez importante quand même. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est le patron, on décide. Bien sûr, mais bon, après, il faut que l'exécution suive derrière, au sens qu'elle soit bien exécutée comme vous le souhaitiez. Et c'est là que le casting rentre en compte. C'est ça, parce qu'en fait, moi, je voulais comme une fois de plus, je suis entrepreneur aussi, je pense beaucoup aux équipes, et je me dis, finalement, là, comme on change d'échelle, votre rôle aussi, il change complètement d'échelle à ce niveau-là, au niveau du management, quoi, concrètement, de la direction. Et donc, je voulais savoir, vous, quand vous avez changé entre la troupe quand même importante, de 10 personnes, à là, on passe à 200 personnes, c'est monstrueux l'écart. Ouais. Comment vous avez pris ce challenge et qu'est-ce que vous avez, peut-être quelles sont les erreurs que vous avez commises ou à l'inverse, les choses que vous avez plutôt bien réussies? Je pense que globalement, quand on passe à 200 ou 300 personnes, la seule chose qui change, c'est qu'on va déléguer plus. Et donc, l'important, c'est d'arriver à appliquer les mêmes recettes dans le recrutement sur les chefs de poste qu'on a appliqués dans une équipe plus petite en fait. Le fait est que si je m'entoure bien, les gens avec qui sur un tournage un réalisateur va parler le plus, ça va être son chef-op, son premier assistant, ses chefs de poste en gros. Vous constituez votre team rapproché de manière hyper précise quoi. Disons que en fait il y a les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Celles qui n'en dépendent pas, on peut rien faire. Celles qui en dépendent, c'est le choix de notre équipe. Et donc, quand on a le choix, en fait, c'est à nous d'aller chercher les choses qui vont convenir le mieux à la constitution de ce casting. Moi, j'ai quelque chose assez... Je crois que c'est Deleuze qui disait la définition d'un homme de droite, c'est quelqu'un qui voit d'abord sa maison, et puis sa ville, et puis son pays, et puis le continent. Et la définition d'un homme de gauche, c'est quelqu'un qui voit d'abord le continent, et puis ensuite la ville, et puis ensuite sa maison. Induction versus déduction, quoi. Voilà. Et moi, je pense que quand je constitue une équipe, j'ai vraiment la vision de la troupe avant toute chose. Avant mon petit plaisir personnel, je cherche qui seront les meilleures personnes pour bien s'entendre et pour que l'équipe se constitue, fonctionne bien. Et j'ai vraiment cette vision d'ensemble. Et j'ai ce truc, y a un truc qui fait partie de moi, par exemple, quand je vais au restaurant, je supporte pas que des gens prennent le même plat. Je trouve que c'est un non-sens d'aller au restaurant et de dire moi je vais prendre les lasagnes, moi aussi. Bon ok d'accord, dans ce cas-là restons à la maison. Donc j'ai cette espèce de truc où j'ai envie quand je suis au restaurant que chacun prenne un plat différent. Parce que j'ai la sensation qu'on sera tous gagnants si on pense de manière collective avec des plats différents et qu'on pourra éventuellement goûter chacun dans ses plats. J'ai un peu cette vision de j'aime le partage, j'aime la troupe et donc c'est quelque chose d'un peu, d'un peu inné de penser d'abord à l'ensemble avant de penser à moi, quoi. Mais donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est quand vous recrutez ces personnes-là, en gros, vous pensez à leurs compétences, mais vous pensez aussi énormément au fait qu'ils vont bien s'entendre entre eux, qu'ils vont être complémentaires, que globalement, ça va matcher. Oui, et c'est aussi la façon dont j'écris mes spectacles, parce qu'il n'y a pas de stars dans mes spectacles. Il n'y a que des acteurs qui ont des rôles équivalents. Il n'y a pas des acteurs qui ont un super rôle et d'autres à côté qui viennent pour une scène. Tout le monde défend son rôle avec autant de vigueur parce qu'ils ont une importance équivalente. C'est vraiment des spectacles de troupe. Et c'est comme ça que j'essaye de voir mes équipes. Il faut que tout le monde se sente investi d'un pouvoir équivalent, d'une mission commune, quoi. Sinon, on est dans un monde hyper hiérarchisé avec des sous-fifs, des chefs, etc. Et c'est là que commencent les inégalités, en fait. Moi, je pense que mon idéal, c'est la diminution des inégalités, quelles qu'elles soient. Mais sociales principalement,
Et je pense que c'est le symbole d'une société réussie, hein, c'est quand il y a une classe moyenne forte et qu'il n'y a pas des grosses inégalités entre voilà, les 1% et l'immense majorité en dessous. Donc j'essaye d'appliquer cette philosophie là où je peux avoir un peu de pouvoir. Et donc dans mon entreprise, entre guillemets. Mais aussi dans la façon dont je crée mes spectacles, mais aussi dans ce que représentent mes troupes. Et en même temps, j'ai pas non plus... Enfin voilà, j'ai envie que tout le monde ait son moment. J'ai quelque chose où chaque acteur doit être content d'être là, doit être content de participer à ça, doit être satisfait de soi, quoi. Voilà, donc et chacun a sa façon de voir l'entreprise. Hein. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais toujours préférer. Encore une fois, c'est selon les besoins qu'on a. Moi, quand je vais constituer une équipe, je vais avoir besoin d'acteurs qui sont prêts à jouer longtemps. Hein, je veux pas. C'est-à-dire que si ma pièce marche, comme ça a été le cas par le passé, c'est pas une pièce qui va jouer 4 fois. C'est pas une pièce qui va se jouer 2 mois. Il faut qu'ils puissent s'investir dans le temps, quoi. Voilà, donc je cherche des acteurs qui sont aptes à pouvoir jouer cette pièce pendant 1 an ou 2, et en tournée pendant 1 an, etc. Donc, qui vont avoir vraiment envie de jouer. Et ce choix, en fait, il nécessite quelque chose, c'est que ces acteurs, ils soient disponibles. Et qu'ils ne soient pas, par exemple, des acteurs trop demandés. Parce que si c'est des acteurs, des stars de cinéma, par exemple, ils n'ont pas le temps. Ils vont avoir 3 mois à accorder pour faire un spectacle, mais ils ne vont pas avoir 2 ans pour tourner. Moi, je cherche des acteurs qui vont vraiment avoir envie de le jouer longtemps, ce spectacle. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire d'ego aussi là-dedans. C'est-à-dire que vous cherchez, d'après ce que je comprends, plutôt des personnes qui se mettent eux aussi au service de la pièce. Alors, et de leur carrière, bien sûr, mais qui n'ont pas forcément justement envie d'être tête d'affiche, parce qu'en fait, ils acceptent, ils vont faire partie d'une troupe. Parce que ce ne sera pas le cas, parce qu'ils ne seront pas les têtes d'affiche, parce qu'il n'y a pas de tête d'affiche dans mes spectacles. Donc, il faut avoir déjà cette envie de se mettre au service d'un projet commun, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs, vu que quand même, quand on commence à travailler vraiment et qu'on devient une star, bah forcément l'ego va de pair. Et je pense que dans une équipe, c'est pareil. Moi, je préférais une équipe d'autre chose que du théâtre, je veux dire, c'est pareil. Je préférais toujours prendre quelqu'un qui va se dévouer corps et âme, mais qui ne sera pas forcément la star de sa catégorie, mais en revanche, qui va compenser ça en travaillant, en étant vraiment dévoué, quoi, en ayant envie et en étant heureux d'être là aussi. Et alors là, Alexis, je vous demande un conseil entrepreneur, du coup. Comment est-ce que vous repérez ça ? Parce que c'est quand même loin d'être évident. Par exemple, c'est un petit milieu, le théâtre. Donc forcément, quand j'ai envie de travailler avec quelqu'un, je vois, je demande autour de moi, alors il est comment dans le travail. Ouais, donc recommandation, j'ai la recommandation de tu peux y aller les yeux fermés, il a bossé pendant 2 ans, il est super, il s'entend hyper bien avec tout le monde, etc. Qui s'applique aussi au monde du business, hein, je tiens juste à dire. Évidemment. Évidemment que si j'ai des échos de oh là là non lui il est insupportable, vraiment il m'a fait des coups pas possibles, je vais peut-être pas prendre cet acteur là, quoi. Ensuite forcément je me tiens au courant, je sors, je vais voir des choses, et puis on le sent aussi, on le sent aussi dans la rencontre, on le sent, la façon dont la personne parle de ses projets, de ce qu'il a, parfois tout simplement il n'a pas envie d'y aller parce qu'il n'a pas envie de se mettre au service d'eux, quoi. On sent aussi si ça fait s'il bosse sans arrêt, s'il vient d'accepter un tournage pendant 3 mois, ça va être difficile, quoi. Ça va être compliqué, quoi. On sent si ça fait 1 an qu'il n'a pas bossé, alors là il a vraiment envie d'y aller, quoi. Donc ça c'est la motivation de quelqu'un qui a pas bossé depuis 1 an, elle va être forcément très forte, quoi. Et puis voilà, et puis ensuite on se dit je sais pas, il y a un feeling aussi. Il y a un feeling de comment il va s'entendre avec les gens. Est-ce qu'il a un gros ego ? Est-ce qu'il est colérique ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et puis après, je fais une lecture tout simplement et la lecture se passe et il faut que ce soit évidemment un bon comédien. Ouais. Donc c'est là qu'intervient l'étape artistique, quoi. Donc, mais je veux dire, il y en a plein des bons comédiens. Vraiment, il y a beaucoup de bons comédiens et un comédien peut se révéler à travers une équipe et une expérience. Et ça arrive plein de fois, quoi. Mais alors, j'ai la chance de ne pas avoir... j'ai jamais viré quelqu'un, quoi. J'ai jamais eu ce truc de me dire, ok, je suis mécontent de mon choix, je m'en sépare. Parce qu'aussi, on est dans un contexte différent avec le théâtre que dans une entreprise où on embauche quelqu'un en CDI, etc., où au bout d'un moment, ils arrêtent quand ils veulent. Ah ouais. Et un acteur qui n'est pas heureux, en fait, il va arrêter de lui-même. Il vous est arrivé de, par contre, recruter quelqu'un, enfin, je ne sais pas si on dit recruter pour un acteur, mais trouver quelqu'un
et le faire progresser, parce qu'en fait, il était peut-être pas au niveau totalement au départ, et finalement, vous avez réussi à le faire grandir? Alors la question niveau, elle est très, ça s'applique pas trop au théâtre, hein, parce que c'est pas très objectif, quoi. Il y a des bons acteurs, des mauvais acteurs. On peut pas dire, voilà, c'est un bon acteur, un mauvais acteur. C'est selon le goût de chacun. Néanmoins, il y a des acteurs qui arrivent, on va dire, plus ou moins préparés au premier jour de répétition. Parfois, un acteur va arriver au premier jour de répète et il est prêt à jouer. Pour une reprise de rôle, j'entends. Il est prêt à jouer, vraiment, il a bossé comme un dingue. Il ou elle, d'ailleurs, hein, évidemment. Il connaît déjà ses déplacements, il connaît déjà tout ça, et c'est du gâteau. Et je me dis, bon, bah, c'est super, il va rouler. Et parfois, un acteur arrive au premier jour de répétition et il a vraiment pas assez bossé. Et clairement, bon, bah, là, il va falloir aviser, il va falloir travailler plus, quoi. Ça va être plus de travail pour les autres, en fait, surtout. Parce que lui, au final, à la première, il va jouer. Et il sera très bien. Et il y a des acteurs qui étaient vraiment à la ramasse jusqu'au dernier jour. Et ça fait des années qu'ils jouent la pièce. Et tout se passe bien. Alexis, le temps passe et on n'a pas du tout évoqué tous les sujets que je voulais, mais c'est pas grave. Je veux quand même vous poser une question. C'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans le monde du théâtre? C'est certainement évident, mais c'est quand même tellement peu fréquent aujourd'hui. L'amour de la littérature. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se met à écrire des pièces? Moi j'ai grandi à Paris déjà, donc j'ai eu cette chance-là d'être exposé à la culture très tôt. Mes parents m'amenaient au théâtre, m'amenaient à la bibliothèque, m'amenaient au cinéma. Donc moi et mon frère, donc on a eu cette éducation-là où on avait une culture, et j'ai grandi aussi avec une culture anglo-saxonne, ce qui fait que j'ai vu beaucoup de films anglais et de télé anglaise et tout ça qui ont beaucoup aussi modelé mes goûts, et on n'avait pas de télé chez nous, donc j'ai pas du tout été dans une culture franco-française, quoi. Et je pense que cette mixité, ce choc de deux cultures, c'est souvent ce qui crée l'inventivité et l'originalité. Souvent, quelque chose d'original vient de la combinaison de deux mondes. Hein, c'est rarement quelque chose qu'on perpétue comme une tradition. Quand on perpétue une tradition, bah, en fait, on ne fait que perpétuer un savoir-faire. Hein, quand on a des gens qui sont, je sais pas moi, celliers de père en fils, eh ben, ils vont être celliers de père en fils, mais c'est jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive et qui dise, attendez, moi je viens de l'extérieur, j'ai une autre idée, peut-être qu'on peut faire autrement. Et c'est là que vient une idée originale. Donc cette double culture, je pense, m'a beaucoup aidé. Et la passion du théâtre, elle est venue très tôt. Je suis arrivé en 6e, je suis allé au club théâtre du collège. On montait un truc, c'était la Conversation Sinfonietta de Jean Tardieu. Je suis monté sur scène et les rôles étaient déjà distribués. Il restait juste, la prof m'a dit, bah vas-y, prends un crayon et va faire le chef d'orchestre. Donc j'ai fait le chef d'orchestre et là je me suis dit, bon, c'est super, je suis content, je suis à ma place. Et voilà, et au début je voulais juste être comédien. Et puis j'écrivais aussi depuis l'adolescence, et puis en fait tout ce que je faisais a fini par trouver sens, quoi. Très tôt, vraiment très tôt. Mon premier spectacle, c'était Roméo et Juliette, monté par Irina Brouk, dans lequel j'ai joué. Et sa façon de mettre en scène, de créer un groupe, d'amener de l'inventivité, d'avoir l'autorisation de prendre une scène et de partir complètement ailleurs. Je me suis dit, mais oui, c'est incroyable, on peut faire ça au théâtre, en fait, on peut s'amuser avec le théâtre. Et ça a été, les premiers spectacles que j'ai mis en scène, c'était des classiques revisités dans cet esprit-là. Et puis un jour, voilà, en même temps, j'ai découvert le théâtre de Wajdi Mouawad. Moi je pensais vraiment les classiques suffisaient et que l'écriture contemporaine théâtrale ça servait à rien, et puis un jour je me suis dit bah non, mais en fait on peut faire quelque chose de shakespearien, on peut faire quelque chose d'ample aujourd'hui au théâtre, et c'est comme ça que je me suis mis à écrire pour le théâtre, et voilà, et où ça m'a amené de manière complètement inattendue à faire des spectacles qui fonctionnent et être aujourd'hui à la tête de cette entreprise, mais de cette famille presque. Mais je déteste la frustration. Moi, j'aime pas être frustré. Et je me souviens m'être dit, j'ai pas envie d'être frustré quand j'aurai 40 ans, d'avoir seulement fait du théâtre, ou d'avoir seulement fait des mises en scène de classiques, ou d'avoir seulement machin. Et c'est pour ça que je me suis toujours appliqué à essayer de varier les plaisirs, à essayer soit d'écrire un roman, soit de réaliser un film, soit de jouer, parce que c'est une belle manière de ne jamais tomber dans une routine, quoi. Ouais, une routine, ouais. Alexis, je termine toujours l'interview par ce que j'appelle le crible du gratin. C'est des petites questions un peu personnelles, je vous préviens. Bon, en même temps, on a commencé par parler de nourriture et de votre petit-déj, donc ça peut pas être beaucoup plus personnel que ça. Si. Il y en a une que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a une erreur, un échec ou un moment de doute que vous auriez vécu et dont vous pourriez nous parler, et qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement?
Il y en a eu pas mal, des échecs, des erreurs. Je pense que c'est plus un truc des erreurs humaines, parce que quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais cette espèce de vision. Quand on a 18 ans et qu'on a désespérément envie de succès, on ne sait pas la méthode en fait. On ne sait pas comment faire, surtout en tant que comédien. Quand on ne sait pas comment faire, on a ce truc de se dire il faut se démarquer du lot, il faut se démarquer de tous ces comédiens autour, il faut exister absolument. Et quand on a envie d'exister, parfois on se dit que la méthode pour exister, c'est soit d'être un peu un connard, ou d'être un peu... voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on se souvienne de nous plus que qu'on soit banal, quoi. Et en fait, c'est une erreur, parce qu'en réalité, c'est les gens qui sont sympas et qui bossent dur, etc., qui vont travailler, en fait. Je dis pas que j'ai été... horrible, mais ça a pu me traverser. Moi, j'étais justement plutôt scolaire, plutôt premier de la classe, à apprendre mes textes, à arriver à l'heure, etc. Et je me suis posé la question, mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je sois Comment je sors du lot, quoi. Et c'est une erreur, hein, évidemment, pas du tout. En fait, il faut juste s'appliquer, travailler, se remettre en question, etc. C'est comme ça qu'on dure, quoi. Et des échecs, il y en a eu, bien sûr. Il y a eu surtout beaucoup de choses qui ne sont pas allées au bout. Des spectacles sur lesquels on travaille pendant 1 an, 2 ans, et puis au final, on ne trouve pas de producteur, et puis au final, ça ne se fait pas et ça n'existera jamais, quoi. Ou des films, pareil, un film que j'avais écrit, que j'avais coécrit avec mon ami Benjamin Belcourt, et qu'on essayait de monter absolument, et puis au final, on n'a jamais réussi à le monter, et finalement, j'ai fait Edmond, et ça a été tant mieux. Mais bon, c'est le karma, quoi. Je me dis, c'est pas grave, ça n'existera pas, j'en ferai un autre. Je pense que c'est toujours plus fort d'être capable de se dire, c'est pas grave, je vais faire autre chose. C'est pas grave, je vais faire un autre projet. Et à terme, je pense que c'est ce qui différencie un réalisateur, un metteur en scène, un créateur, n'importe quoi, un auteur, de quelqu'un qui abandonne. C'est cette capacité à se dire, c'est pas grave, je vais continuer à créer, c'est pas grave, je vais continuer à monter, je vais continuer à aller au bout. Les épreuves, elles sont multiples, elles sont constantes. Et la capacité de se dire, c'est pas grave, je vais faire autre chose, et je vais faire autre chose, et je vais faire autre chose, et à un moment, ça fonctionne. Ouais, tester plein de trucs différents, finalement, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. Quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, si c'était à refaire, que vous referiez différemment ? Je pense pas. Non, je pense que, concrètement, j'ai toujours eu cette espèce de principe un peu proche des accords Toltec, de fais de ton mieux, quoi. Et j'ai la sensation que c'est pour ça aussi que ça a marché. Que chaque spectacle que j'ai créé, chaque création que j'ai fait, chaque moment où je me suis dit allez, je vais monter ce projet, aller au bout de ce projet, j'ai toujours eu cette exigence, cette discipline de dire te laisse pas aller et continue à te remettre en question, continue à aller au bout, demande aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, et au final, quand le projet naît, existe en tout cas, ça peut marcher ou ne pas marcher, mais en tout cas, j'ai la sensation vraiment d'avoir fait le max. Ouais, d'avoir fait ce que je pouvais, d'avoir fait de mon mieux, et après, ça dépend plus de moi, ça dépend des spectateurs, quoi. Parfois, c'est une histoire qui se termine tôt. Ça m'est arrivé de faire des spectacles qui ont joué 10 fois. Et puis voilà, même s'il y a des gens qui aiment, ça ira pas plus loin pour des raisons économiques ou parce que juste ça marche pas, quoi. Et puis parfois, c'est une bonne surprise et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait, quoi. Et ça dure 10 ans en plus. Une question pas facile. Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel vous croyez qui est fondamentalement, c'est peut-être fort, mais qui est controversé ? Je vous donne des exemples que j'ai déjà eus. Par exemple, il faut se spécialiser pour réussir. Ou quelqu'un qui m'a dit les personnes plus âgées, en fait, n'ont pas vraiment plus d'expérience. En tout cas, ils ont le bénéfice de l'expérience, mais ça n'en fait pas des personnes plus sages. Donc voilà, des petites idées comme ça, où en fait, vous avez une petite croyance et en fait, vous constatez que le monde autour de vous la partage pas forcément. Je pense pas. Je pense pas que j'ai un... Je pense pas. Je pense que vraiment, plus j'avance et plus j'apprends de choses, et moins je suis sûr. Moins je suis persuadé de détenir une vérité quelconque. Mais je continue à travailler et à essayer d'aller de l'avant, quoi. J'ai de moins en moins de certitude sur le monde. Parce que plus on avance et plus je me rends compte que... Plus je connais en plus toutes les arcanes, et plus je me rends compte que c'est compliqué. J'ai cette espèce de
de truc un peu paradoxal qui est que aujourd'hui, voilà, moi je suis un patron. Et donc, quand je considère... mais je suis aussi un acteur, et je suis aussi un créateur, et je suis aussi un auteur, et je suis aussi un... Et donc, je vois un peu tous les rouages de la troupe. Et je vois un peu tous les éléments et comment ça fonctionne. Et donc, c'est évidemment, les acteurs vont toujours être un peu insatisfaits de la production, et la production va toujours trouver les acteurs exigeants, etc. Et il y aura toujours cette espèce de rapport. Et moi, j'avoue que je suis un peu entre tous ces... Même si je suis un patron, je touche à tous ces éléments. Donc, je suis un peu partagé entre mes origines et mes croyances et ma volonté d'être profondément de gauche et la connaissance de ce que c'est que d'être un patron. Et des problématiques que ça engendre d'être un patron et de devoir décider et j'ai une empathie du coup un peu aujourd'hui un peu naturelle pour les patrons parce que bon, pas tous évidemment, on n'est pas tous des gens méchants, tout le monde, voilà, il n'y a pas que des gens méchants, mais je pense qu'il y en a pas mal qui ont compris que pour que leur entreprise en fait, que l'entreprise est aussi un endroit merveilleux pour apprendre, pour former des gens. Parce que finalement, on donne un peu un métier, on aide les gens à grandir. Enfin, c'est une vision aussi, en tout cas, qui est la mienne de l'entrepreneuriat, qui est qu'on ne fait pas ça, comme vous dites, pour gagner de l'argent, on fait ça aussi on fait pas ça que pour ça. Voilà, on le fait aussi parce qu'on croit à un produit, qu'on a envie de le montrer, qu'on a envie qu'il soit accepté et on a envie d'avoir une équipe qui y croit aussi, quoi, et de la faire grandir. Ouais. Mais donc voilà, j'ai ce truc un peu à chaque fois un peu où c'est difficile pour moi de prendre une position franche et claire parce que j'essaye toujours et je pense que c'est lié aussi à l'envie d'écrire, parce que quand on écrit des histoires, en fait, on a besoin d'avoir de l'empathie pour nos personnages, et quand on crée nos personnages, en fait, on a besoin de comprendre ce qu'ils ressentent. Et on a besoin de se mettre à leur place et on a envie que ce soit crédible. Et donc, plus on se met à la place de l'autre, et moins on le juge. Et du coup, ça fait quelque chose où c'est difficile pour moi aujourd'hui de prendre des positions franches et tranchées, quoi. Parce que je suis toujours en train de me dire, ouais, mais en même temps, je vois ce que l'autre pense et je peux pas m'empêcher de me dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre et comment... Et donc, comme j'ai cette espèce de vision un peu globale de la société, j'ai ce truc où j'ai du mal à choisir un camp, quoi. Voilà, et d'une certaine manière, c'est un peu paradoxal aussi. C'est un peu controversé aussi de pouvoir dire ça. Voilà, plus je cherche et plus j'apprends et moins je sais, quoi. Eh ben, c'est un beau mot de la fin, mais j'ai quand même une dernière question qui est indispensable pour vous. Est-ce qu'il y a un livre, une pièce, un auteur qui vous a particulièrement marqué, qui peut-être vous a formé, qui a fait un peu la personne que vous êtes, quelque chose que vous aimeriez nous recommander parce que vraiment c'est un livre fondamental pour vous? Bon, il y en a plein, donc ce serait compliqué d'en dégager un. Un ou deux, quoi. Quelques-uns quand même qui sont un peu plus forts. Bah, moi, le livre qui m'a vraiment... qui se retrouve beaucoup dans Le Porteur d'Histoire, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui est le roman d'aventure par excellence. Et qui n'a pas pris une ride, voilà, que je conseille à tous les gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, de le lire, et qui est une histoire merveilleuse et qui est un peu la bible du roman d'aventure, quoi. Et qui a irradié Le Porteur, et ça a été la première fois que je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas original de faire une œuvre qui est imprégnée d'une autre œuvre, c'est-à-dire non pas de faire un remake, non pas de raconter l'histoire du Comte de Monte Cristo, mais de l'utiliser et de la mettre au cœur du Porteur d'Histoire. Et c'est ce que j'ai fait ensuite avec Edmond, sur Edmond. C'est ce qu'a fait Fincher avec Mank. C'est de prendre une œuvre qui nous a marqué et d'en dégager l'essence et d'arriver à l'injecter dans une nouvelle œuvre, dans une nouvelle histoire. Et voilà, et ça a donné Le Porteur et tout ce qui s'en est ensuite. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le conte au-delà du côté roman d'aventure? Je comprends la partie, la littérature, enfin le côté littéraire de l'œuvre. Je pense qu'on est toujours ému par quelque chose qui nous touche profondément. C'est-à-dire que concrètement, quand je raconte une histoire et qu'il y a des gens qui sortent en disant « Ah là, j'ai tellement pleuré », c'est parce que ça leur ramène à quelque chose de personnel. Je pense que dans Le Comte de Monte Cristo, il y a le côté seul contre tous.
de Edmond Dantès qui est accablé par le monde entier et qui finalement... J'avais pas remarqué d'ailleurs que c'était de Edmond, c'est rigolo. Ouais, c'est Edmond aussi, ouais. Et qui se retrouve en prison au fond du gouffre pendant des années et en fait qui se nourrit de ce malheur et de cette injustice pour trouver la force de s'en sortir lui-même grâce à l'abbé Faria et ensuite de revenir élaborer sa vengeance. Mais bon, la vengeance, c'est la deuxième partie du roman et c'est jouissif, mais c'est surtout pour moi la première partie qui est la plus forte, quoi. Et je pense qu'on s'identifie forcément à un héros, et moi j'avais cette espèce de vision du seul contre tous, quoi, du côté, bon bah voilà, personne ne va me faire de cadeaux, je viens d'une famille qui va pas non plus, qui m'a pas mis une cuillère d'argent dans la bouche, qui va pas m'aider financièrement, je vais devoir tout faire tout seul, quoi. Donc il y avait cette identification comme à Cyrano, je pense, et voilà, on se retrouve toujours un peu dans certains héros qui nous parlent, et ça a été une inspiration, je pense. Eh ben, merci pour tous ces partages, Alexis. Si on veut vous retrouver, alors en ce moment, pas trop voir de pièces, je peux imaginer, malheureusement. Mais si jamais on veut vous suivre sur divers réseaux, sur je suis sur Instagram. On se met sur Instagram, voilà. Surtout, c'est ça ? Ouais, même si je publie pas grand-chose, hein, mais voilà, comme ça fait toujours plaisir. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous.